ce qui est arrêté, c'est le potentiel de diriger leur spéculation, de les limiter ou de leur donner un caractère de synthèse. Autrement dit, ils font des équations, Hiroshima, ils font des équations, Karl Marx, ils font des équations mythomaniaques, Freud, voyez-vous, ils ne savent pas prendre en considération une imagination débridée qui fonctionne sur un point fixe et puis qui dit n'importe quoi. Et on arrive à ces monstruosités que sont le capitalisme financier, le marxisme et le freudisme. Bien. Alors, donc, perturbation, alors donc, les hormones vont se fixer sur la génitale interne, sur la génitale reproductrice, contre glande, ce qui va faire des juifs des baiseurs, des gens qui sont des hommes à femmes. Hein. Ça fera des hypophysaires, comme les scientifiques, ça fera des thyroïdiens, comme beaucoup d'acteurs, prédominants thyroïdiens, comme les acteurs, certains artistes au niveau très banal, car il n'y a pas de grands artistes juifs, il n'y a pas de Chopin, il n'y a pas de Beethoven, il n'y a pas de Bach juif, parce que justement, ces gens-là sont des gens qui ont une puissance interstitielle, ils n'ont pas. Par contre, au niveau de la, si vous voulez, de l'artistaillerie, ils pullulent, comme ils pullulent au niveau de la finance, de la médecine hypophysaire, de la chimie, de la physique. Bien. Mais tout ça se retourne contre l'homme. Bien, alors, tout cela est objectif et ne doit pas être pris dans le sens antisémite. Remarquez en passant que le mot antisémite ne veut rien dire, car les sémites, les juifs ne sont pas sémites du tout, parce que je vous explique qu'ils sont partout dans le monde. Les arabes, les musulmans sont les sémites. On n'est pas antisémites, pas du tout. On est anti-juif dans la mesure où il faut rectifier le tir de gens qui pensent d'une manière qui est suicidaire au niveau planétaire. Bien. Donc, ne pas confondre, le terme antisémite n'a vraiment aucun sens. D'autre part, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté antisémite, je vais dire ceci en leur faveur. Oui. Alors, par-delà la réalité pénible que nous vivons, élevé au niveau métaphysique, c'est-à-dire, j'allais presque dire, en toute modestie, au niveau du bon Dieu. Vous savez que l'humanité, comme tout le reste d'ailleurs, tout vit par cycle. Or, nous vivons, le monde entier actuellement est en train de vivre un cycle qui s'appelle l'âge des ténèbres. Le Kali Yuga, dit-on, en langage traditionnel. Or, il semble, de toute évidence, que les Juifs aient une mission cosmique qui consiste à hypertrophier tous les paramètres de l'humanité actuelle qui est hypophysaire. C'est-à-dire qu'elle est analytique. L'humanité actuelle est hypophysaire analytique. Pourquoi? Je vais vous expliquer une chose très curieuse. L'enfant évolue de la manière suivante. Il est d'abord surrénalien, quand il est tout petit. Et on le sait parce qu'il peut laisser son bras en l'air comme ça, pendant 3/4 d'heure, ce que vous ne pourrez jamais faire. Et il le fait justement à l'instigation des hormones surrénaliennes. Ensuite, il devient thyroïdien, arrive une puberté. Là, qui babille. Il fait des mots, il apprend à parler, il crée des néologismes, il apprend à parler, il bavarde. Après, à l'âge scolaire, il devient hypophysaire, analytique. Et à 18 ans, il est en possession de son interstitiel, de sa volonté. C'est-à-dire qu'il arrive, en fonction de sa nature, de l'éducation qu'il a reçue, il est en maximum en possession de son libre arbitre. Or, c'est curieux, parce que l'humanité primitive était surrénalienne, la grosse brute des cavernes, l'homme du Cro-Magnon, qui a fait ses dessins magnifiques de Lascaux, était thyroïdien, et l'humanité actuelle est nettement analytique et hypophysaire, analytique. Donc si on comparait l'évolution de l'être à l'évolution de l'humanité, on s'apercevrait que l'humanité est à la fin de son stade hypophysaire. Autrement dit, l'humanité va bientôt avoir ses 18 ans, c'est-à-dire qu'elle va être interstitielle. Elle va rentrer dans l'ère des valeurs morales complètes, elle va rentrer dans ce que les astrologues appellent l'ère du Verseau, qui appelle toutes ces valeurs. Les Juifs auraient une mission satanique contre leur volonté, avec l'imposition de ne pas connaître le drame de la circoncision, au besoin même de le nier, pour pouvoir aller au bout de leur course satanique. C'est-à-dire, satanique, je ne donne pas un terme péjoratif au mot satanique, je oppose le terme satanique, analytique, hypertrophié, n'est-ce pas, par opposition à l'angélisme qui serait la synthèse parfaite. Bon. Ils sont obligés donc d'aller au bout de cet horrible chemin analytique et de l'imposer à l'humanité tout entière, qui malheureusement le gobe absolument d'une manière sans aucune résistance, n'est-ce pas? Voilà comment on peut voir, d'un point de vue métaphysique, la question juive. C'est-à-dire que ce sont des innocents, malheureux, qui subissent les répercussions de l'opération malencontreuse, mais qui ont une mentalité absolument fixée,
qui font d'eux des grands financiers. Je parle de ceux qui mènent le monde. Il y a aussi des chefs juifs qui... Comme j'ai toujours dit, il n'y a pas longtemps, Israël, virgule, le seul pays où il n'y a pas de juifs. Parce que c'est pas là que vont les juifs qui dirigent le monde. Ceux qui dirigent le monde, ils se servent d'Israël dans les gouvernements et des États-Unis. Mais ils vont pas en Israël. Ils payent quelqu'un pour y aller, comme on dit. Hein. Mais les juifs, c'est pas donc qui dirigent le monde, ont cette mentalité à cause de cette circoncision et ils ne peuvent pas y échapper. Hein. Ils ne peuvent pas y échapper, c'est pas possible. Et vous pouvez toujours leur écrire, leur envoyer une lettre pour leur demander de participer à une véritable bonne œuvre, ils ne répondront jamais. Parce que ce qui les intéresse, c'est de gagner 5 milliards par un coup de téléphone. N'est-ce pas? C'est ça qui les intéresse. Bien. Je schématise légèrement. J'exagère à peine, parce que je fais allusion à Soro, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bien. Donc, cette circoncision, par conséquent, est donc la clé. Maintenant, a-t-on besoin de l'endocrinologie pour comprendre ce phénomène? Pas du tout. On peut le comprendre sans connaître un bout d'endocrinologie, sans avoir compris l'antériorité fonctionnelle du système hormonal sur le système nerveux, à savoir que nous sommes dirigés et fonctionnels par nos glandes et non pas par notre système nerveux, qui n'a qu'un rôle de pont très effacé, disons qui nous sert surtout à garder nos automatismes, à les enregistrer, car si nous n'avions pas de système nerveux, nous serions des éternels apprentis. Mais le système nerveux n'a que ce rôle, n'est-ce pas? Le véritable rôle, c'est quand nous faisons une action, laquelle qu'elle soit, c'est le système hormonal qui intervient. La rapidité actuelle de mon élocution vient de mon état naturel de thyroïdien à tendance hyper. Voyez-vous? Et ceci pour toutes les fonctions, toutes les manifestations d'êtres humains. Bon, alors que disais-je? Ah oui, je disais donc qu'il n'y a pas besoin d'avoir compris ces phénomènes endocriniens. C'est très simple. Les Juifs ont un particularisme constant dans le temps et l'espace. Bon, si on en prend conscience, c'est simple. Si on n'en prend pas conscience, on ne peut pas comprendre mon raisonnement. Mais si on en est conscient, et beaucoup de gens le sont, alors, c'est facile à comprendre. Quel est le dénominateur commun qui peut expliquer un particularisme constant dans le temps et l'espace? Eh bien, c'est très simple. Il y en a un. C'est la circoncision. Est-ce que vous avez analysé le phénomène de la destruction des nations par les Juifs? Mais c'est ça. Le phénomène de la nation, c'est très simple. On peut résumer ça en 3 mots: finance, marxisme et freudisme. C'est tout simple. Alors, finance, c'est la désagrégation de tout, y compris la nourriture élémentaire, par les grandes surfaces, n'est-ce pas, qui sont les émanations des multinationales, et qui nous foutent de la nourriture absolument pathogène. Bon, le freudisme, qui prépare la mentalité marxisme, et qui nous donne en plus, et qui nous donne des impératifs absolument grotesques, hein, comme toute contrainte mène à la névrose, c'est le contraire, etc., etc. Marxisme. Et le marxisme, pas la peine d'en parler. Je crois que les résultats de la Russie soviétique ou de la Roumanie de Ceausescu suffisent à nous montrer ce que peut donner ce genre d'idéologie. Donc c'est évident que le monde entier... Toutes les affaires, c'est pas difficile, les 150 guerres depuis la pseudo-libération sont toutes des affaires capitalisto-marxistes. Toutes. C'est-à-dire qu'elles sont toutes engendrées par les manœuvres de la haute finance qui utilise le marxisme d'ailleurs, et qui l'a financé depuis le début. Car le marxisme a été financé depuis le début, usine clé en main, en URSS, par la haute finance américaine juive. Amer, Lab, Kuhn, etc., Warburg, etc. Voyez-vous. Et ça, tout le monde le sait. Bon. Alors, donc c'est évident. Et dans l'art, vous avez vu que dans l'art, il y a une tendance, ne serait-ce qu'aux Beaux-Arts, par exemple, vers l'art abstrait. Vers l'abstrait, ben oui, ben l'art abstrait, bon, ça ne veut rien dire. L'art peut être tout ce qu'on veut, sauf abstrait. Ah, c'est encore une conception aberrante. Hein. L'art peut être tout ce qu'on veut, mais certainement pas abstrait. Bon, de toute façon, l'art abstrait, c'est abominable, c'est affreux. Moi, n'importe quel tableau dit d'art abstrait, je ne mettrais même pas dans mes WC, j'aurais trop peur d'avoir la guerre. Alors, j'ai entendu une information qui disait que les professeurs de dessin ou de peinture à l'école des Beaux-Arts apprennent à ne pas dessiner aux élèves parce qu'il y a une incidence pour la captation du marxisme, c'est-à-dire qu'ils seraient beaucoup plus réceptifs au marxisme, de même que la musique rock, etc. Mais mon cher, la musique rock, non seulement la musique rock prépare au marxisme, mais elle prépare à toutes les formes de désintégration, y compris la drogue. Là, si vous voulez, on parlera, si vous voulez, plus tard, de ce que j'appelle les musiques qui tuent, dont je traite dans ce livre d'ailleurs, les musiques qui tuent, qui sont évidemment l'antichambre de la drogue, incontestablement. De Johnny Hallyday à Michael Jackson, c'est l'antichambre de la drogue. Et quand vous pensez que ces gens-là, qui est un imbécile, Johnny Hallyday c'est vraiment un crétin, on lui fout les légions d'honneur, c'était extraordinaire. On met aussi Malraux au Panthéon.
Malraux, que j'ai connu personnellement, il était cocaïnomane, il était l'ami d'une grande amie de ma mère et de ma tante, qui s'appelait Jonette Le. Donc il a eu 2 enfants, j'ai connu personnellement, parce que j'ai été élevé par Paul Cabanis, qui était député du Loiret, et Malraux et Jonette Coty, c'était des intimes. Et moi, j'ai porté dans mon livre tous les documents de Malraux, j'avais 16 ans, en 1939, j'ai emmené tous les documents de Malraux chez Raymond Rétoré, qui était député d'Angoulême, par des routes spéciales qui étaient réservées aux politiciens qui prenaient ces routes-là. Et donc, Malraux était intime. C'était un cocaïnomane de la plus grande envergure, n'est-ce pas? Et ça a été aussi un voleur. Il a volé en Indochine des fresques, je crois, et il a même été inculpé, même condamné à la prison pour ça. Il a été donc un bolchevique. Il a été un bolchevique pur, parce qu'il s'est battu en Espagne pour les bolcheviques, bien sûr. Par conséquent, c'était vraiment le gars à mettre au Panthéon. Qui les met au Panthéon? Ben, un enjuivé, un zombie enjuivé, président de la République. Mais curieusement, Mitterrand ne l'aurait pas fait. Aussi gauchiste qu'il se prétendait être. Je crois que Mitterrand était plus un homme de droite que de gauche, mais il a joué le jeu. J'allais vous le dire, je n'osais pas vous le dire. Mitterrand était dans le fond du même un homme de droite, mais qui s'est déculotté parce qu'il n'y a pas d'autres moyens pour réussir socialement. Il a été jusqu'à s'entourer de juifs, car il n'y avait que des juifs autour de lui. Que ce soit sa femme, que ce soit son conseiller Attali, etc., etc. Roger Hanin, en parlant pour ce crétin, tout ça. Bon, par conséquent, il est évident que on parlait de quoi là? Vous m'avez posé quelle question là? Je me souviens plus. Non, j'avais élaboré le problème de... Oui, alors, la destruction mondiale, oui. Donc c'est ça, il n'y a pas de problème. Toutes leurs spéculations qui ont un caractère malheureusement... Alors ce qui est extraordinaire, ce qui est incroyable, c'est que les seuls qui sont capables de dire quelque chose contre eux-mêmes, c'est eux-mêmes. Et je vais citer 2 choses fantastiques. L'autre jour, Soros, en pleine a dit, après avoir raconté comment il avait fait sauter la Banque d'Angleterre et comment il avait gagné 500 milliards en une seule opération, a dit, un régime politique qui peut supporter des gens comme moi, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Ben, vous savez que si vous aviez dit ça, vous auriez été en prison. Si vous aviez dit les juifs, vous auriez mais vous alliez en prison. Et Brzezinski, autre juif très important des États-Unis, qui a dit la démocratie n'est plus possible. Ben, si Chirac disait ça, vous voyez un petit peu le scandale. Hein? Non, mais c'est une démocratie sournoise. Ben oui, pas une démocratie du tout. Elle n'est pas sournoise. C'est tout ce qu'on veut. C'est une juliocratie, pas une démocratie. Il n'y a pas de doute. C'est une démocratie. Dans la mesure où on rend tout le monde crétin et malade, c'est une démocratie. Ça, oui. Donc, la mentalité juive, c'est ça. La circoncision au 8e jour, facile à comprendre, si on a compris que c'est un dénominateur commun pour expliquer un particularisme absolument constant dans le temps et dans l'espace. Mais est-ce que vous pensez qu'actuellement, on rentre dans l'ère du Verseau, il y a quand même des énergies nouvelles qui apparaissent? Oui, il y en a. Et est-ce que vous avez quand même une note optimiste concernant les prochaines années qui vont venir? Non, écoutez, non. Alors je vais vous dire, en ce qui concerne une résurgence d'une humanité nouvelle, pas de problème. En ce qui concerne l'avenir de cette humanité dans laquelle nous nous trouvons, soumis à tous ces comment dirais-je, tous ces impératifs juifs, entre guillemets, alors là, je n'ai aucun espoir, c'est la destruction totale. Nous allons vers une destruction totale, c'est sûr. La chaos, l'anarchie sanglante, la guerre civile, on ne peut pas échapper à ça, rien à faire. Il n'y a pas de miracle possible. Oui, mais après cette guerre civile... après, autre chose. Après, il y aura tout. Vous savez, il n'y a jamais de chute définitive, il y a une chute puis une remontée. Mais ce que nous, et vous et moi, allons vivre dans les années qui suivent, ça ne va pas être rigolo. Ça, je peux vous l'affirmer. Ça va pas être rigolo. Et les Juifs risquent des pogroms épouvantables. Même si donc il y aurait quand même un réveil des populations. Non, il n'y aura pas de réveil. Non, il n'y aura pas un réveil. Ceux qui existent sont définitivement zombifiés. Ils mourront en criant « Vive la démocratie ». Non, ils sont absolument zombifiés. Il n'y a pas d'espoir. Écoutez, regardez donc dans le milieu de la télévision. Moi, je vous dis, j'ai des professeurs. Je regarde dans le milieu de l'enseignement. Mais c'est incroyable. Je me demande s'il y a une confrérie où il y a un maximum de cons au mètre carré supérieur à celui de l'enseignement. Ils sont tous des gauchistes. Tous des gauchistes. Il n'y en a pas un qui a une décenne. Pas un. Pas un qui penserait, par exemple, qu'une mère, ça va rester à la maison à s'occuper de ses enfants, de son mari, de sa maison. Alors que c'est un concept que toutes les civilisations ont compris. Nous, pas du tout.
Les gauchistes n'ont pas compris ça. Il faut que la femme travaille, ce qui est parfaitement idiot. Hein, vous savez que le professeur Le Riche a démontré par une statistique que tous les passants devant les tribunaux étaient issus de couples parentaux dissociés, soit par le divorce, soit par le travail de la mère à l'extérieur du foyer. C'est sans bavure. C'est évident. On n'a même pas besoin de cette démonstration statistique pour comprendre. Moi, j'en ai pas besoin, en tout cas. Oui, du reste, c'est pour ça qu'en Suède, ils sont revenus justement aux traditions. Ah ben, ils ont raison. Les femmes travaillent beaucoup moins. Ils ont bien raison. La femme... Alors, sauf les femmes qui ont été tordues psychiquement, car beaucoup de femmes ont été tellement tordues qu'elles veulent travailler, mais il faut au moins qu'on laisse revenir à la maison ceux qui en ont l'aspiration intérieure et qui ne sont pas totalement dégénérés. C'est ça qu'il faudrait faire. Voilà. Voilà pour la question de la mentalité des Juifs. Alors pour en savoir plus, il faut évidemment lire mes livres, et là vous aurez toute l'explication de la circoncision au 8e jour, époque de la première puberté, 21 jours après le 8e jour, après la naissance. Alors le cours, ça c'est la plus fantastique, qu'est-ce que je pourrais dire, je ne trouve pas pour qualifier assez péjorativement l'histoire de l'Holocauste. C'est vraiment la plus fantastique imposture. Et quand je dirais imposture, je dirais imposture dégradante, imposture immonde, que l'histoire nous a présentée. Il y en a une autre, c'est la fameuse fuite en Égypte. Ils nous ont fait croire qu'ils ont fui l'Égypte et que le pharaon ne voulait pas les laisser partir. En réalité, c'est exactement le contraire. De Moyen-Orient, Moïse, qui avait été condamné pour meurtre, mais qui n'avait pas été exécuté parce qu'il avait rang de prince, et on l'a fait revenir pour s'occuper de prendre en main ces gens-là et les emmener ailleurs. Car ça, c'était le premier mensonge. Alors, ça a commencé par ce premier mensonge, n'est-ce pas, et ça finit par l'Holocauste. Alors, mensonge énorme, mensonge inouï, mensonge au niveau du certificat d'études primaires. Hein. C'est très simple, j'aurais 6 millions. Commençons par 6 millions. 6 millions, c'est un pays comme la Suisse. Bien. Vous voyez la superficie de la Suisse, bien sûr 6 millions, on peut les mettre dans la moitié de la superficie de la Suisse, même dans le quart de la superficie de la Suisse, même dans le 8e. Imaginez un peu les dimensions du camp de concentration d'Auschwitz, car c'est à Auschwitz que ça s'est passé, soi-disant. Ça ne tient pas debout. Premièrement, déjà, la superficie de 6 millions n'existe pas bien. Ça, c'est la première chose. Ensuite, s'il y avait 6 millions de gens exterminés, il y aurait des cendres. Il y aurait des milliers de tonnes de cendres. Parce que 5 millions de gens, ça en fait des cendres, croyez-moi. Hein, il faut compter une grande boîte à carton par cadavre. Alors, vous voyez un petit peu 6 millions de boîtes en carton, ce que ça fait comme nombre de tonnes de cendres. Bien. Dans ces cendres, s'ils avaient été gazés, il y aurait automatiquement des traces d'acide cyanhydrique. On n'a jamais trouvé de cendres, on n'a jamais analysé les cendres, on n'a jamais trouvé d'acide cyanhydrique. Bien. Et non, bien. Ces chambres auraient jouxté les faux crématoires. Le cyclone B est un gaz hyper inflammable et explosif. Imaginez un peu une chambre à gaz à côté d'un faux crématoire. Ça ferait un joli feu d'artifice. Bien. Bon. Le docteur Ra et le docteur Eli sont les gens qui dirigeaient la Guédèche. La Guédèche, c'est la grande fabrique qui fournissait le cyclone B. Ils ont eu un procès en 59, je crois. Ils ont dit tous les deux, en technicien, que les fameux gazages dont on a parlé étaient une imbécilité technique tout à fait impossible avec leur gaz. Et que leur gaz était utilisé par les services d'hygiène dans toute l'Allemagne depuis 1921. Il était destiné uniquement aux épouillages, c'est-à-dire à éviter ces choses tragiques qu'il y a dans l'univers concentrationnaire, c'est-à-dire le typhus. Bien. Voilà qui est sérieux. Bon. Tout le reste, c'est de la littérature, de propagande, abominable, idiote. Le cyclone B, donc, ne peut pas faire ça. Le cyclone B, quand on se sert de l'acide cyanhydrique pour gazer des gens, il y a une chambre à gaz qui est extrêmement complexe, qui sert pour une personne, à la rigueur deux, mais surtout une personne, qui est très complexe et horriblement coûteuse. Tout le monde peut la connaître et la voir, c'est comme ça qu'on condamne les gens à mort aux États-Unis. Et il y avait un monsieur qui s'occupe de ces chambres à gaz aux États-Unis, qui s'appelle Leuchter. Il ne croit pas aux chambres à gaz. C'est pas qu'il n'y croit pas. On l'a envoyé comme expert, M. Tsundel l'a envoyé comme expert dans les chambres à gaz, à Auschwitz. Oui. Il a fait un rapport gros comme ça, où il a conclu qu'il n'y avait pas la moindre chambre à gaz. Alors, à ce moment-là, la Pologne a demandé une contre-expertise, l'Autriche a demandé une contre-expertise, qui n'a fait que confirmer le rapport Leuchter. Ce qu'on